Bonsoir. Donc le sujet de cette conférence fait référence à Facebook, Mark Zuckerberg et Steve Jobs via Apple. Le sujet de fond concerne davantage la modélisation de l'excellence, de leur excellence en général, plutôt que des individus en particulier. Le but, c'est que vous repartiez avec une idée un petit peu plus précise de stratégie ou de regard intérieur, de choses à développer en soi ou à acquérir quand on les a pas, pour se rapprocher de leurs résultats. Et ça fait quand même super envie parce que c'est très approximatif, ça date de la semaine dernière. Capitalisation boursière d'Apple, 472 milliards de dollars. Capitalisation de Facebook, 153 milliards de dollars. Alors, comme ça, on est peinard pendant quelques années, c'est cool. Mais comme le dit l'expression too big to fail, en fait trop gros pour tomber, être très très gros n'est pas nécessairement synonyme de pérennité. Pour le rester, il faut mettre quelques petites choses en place. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc pourquoi Mark Zuckerberg et Steve Jobs? Parce que là, on a assurément deux visionnaires. Et quand je parle de visionnaires, je parle de gens qui avaient une vision du monde futur à laquelle ils voulaient donner corps, vie, forme. Et leur objectif, c'était de mettre dans le concret, dans le présent, cette vision du monde. Comme le disait Wayne Dyer, dans Le pouvoir de l'intention, chaque chose est créée deux fois. La première dans sa tête, en pensée, et la seconde seulement ensuite dans la réalité. Alors, quelles étaient ces visions? Alors, Steve Jobs, dans son côté extrêmement rebelle, en fait, avait la vision que les technologies devaient être accessibles au plus grand nombre, et qu'en plus, tant qu'à faire, ça élève les masses à un certain sens de l'esthétisme. Alors pour ça, il a créé des produits super designés, et puis totalement prêts à l'emploi, avec des applications totalement intégrées, des interfaces utilisateurs super simples, quasi intuitives. Et puis la vision de Mark Zuckerberg, c'est très ambitieux, c'est d'interconnecter toute l'humanité. Et pour ce faire, il a fait la même chose que Jobs. Il a créé un service totalement prêt à l'emploi, avec toutes les applications intégrées dedans, des interfaces utilisateurs super simples, et en fait d'utilisation quasi intuitive. Et le génie de ces deux hommes, dans le fond, réside aussi dans l'extrême simplicité des outils qu'ils ont développés. Donc, en fait, on se rend compte, et c'est la force des startups américaines aussi, elles se rendent indispensables aux gens en fabriquant des produits ou des services dont on ne peut plus se passer, tout simplement parce que ça nous simplifie la vie. C'est ce que fait Amazon en nous permettant d'acheter des produits du fin fond de son canapé. C'est ce que fait Twitter en nous permettant de partager en temps réel des informations sur qui nous tiennent à cœur. Et c'est ce que fait WordPress en permettant à quelqu'un qui n'a jamais, pissé une ligne de code de pouvoir faire un site internet et se prendre pour un vrai geek. Donc bon, alors est-ce qu'il y a des choses que ces gens-là possèdent comme caractéristiques et qu'on pourrait à son tour éventuellement copier? Est-ce qu'on a la possibilité finalement de modéliser leur excellence pour se l'approprier? Alors effectivement c'est possible. Et ça commence avec un certain état d'esprit à avoir, c'est tendre toujours vers plus de perfectionnisme. Développer une certaine culture de l'excellence. Alors si on a bien un qui peut caractériser, qui peut représenter la culture de l'excellence, mais de façon quasi caricaturale, c'est bien Steve Jobs qui voulait que tout soit toujours parfait, même ce qui ne se voyait pas, l'alignement des cartes mères dans les boîtiers Mac qui était invisible à l'œil nu. Mais c'est pour ça que Apple finalement a eu pendant très très longtemps une longueur d'avance, peut-être que ça va changer. Et c'est pour ça aussi qu'à chaque fois que ces produits sortaient, ils créaient le buzz. Alors toutefois, le perfectionnisme qui est inhérent à la culture de l'excellence peut s'avérer vraiment contre-productif si à un moment donné, on ne lâche pas prise. Et c'est pour ça que Apple, parce que Steve Jobs étant ce qu'il était, il ne voulait pas lâcher prise, et à cause de ça, le premier Macintosh a eu plus d'un an de retard par rapport à la date qui était initialement prévue. Donc à un moment donné, il faut savoir couper la poire en deux, décider de développer des super applis, programmes, etc. Et puis à un moment donné, rester zen et puis lâcher prise. Et il y a une bonne petite question qu'on peut se poser pour y arriver, c'est de se demander, quand on a développé quelque chose, en quoi mon produit ou mon service serait-il différent si au lieu d'être bon, il était excellent? Alors là, c'est le genre de question où d'un coup, patatras, on a toute une liste de modifications supplémentaires à apporter. Et c'est là où il faut savoir rester zen, c'est couper la poire en deux, on fait une partie des modifications, on lance le produit, et puis après on réajuste. Et c'est ce qu'a fait Bill Gates avec la sortie du premier Windows, qui buguait, certes, ça s'est un peu amélioré, enfin, parfois.
Donc, la deuxième chose qui est importante pour pouvoir atteindre un petit peu, espérer atteindre le résultat, c'est s'habituer à sortir de sa zone de confort. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible quand on est vraiment bien ancré dans nos habitudes, dans notre savoir, que de changer les choses. Et pour ça, les Américains sont pas mal du tout, parce qu'ils savent, en fait complémenter leurs talents avec ceux des autres. Ce qui est très très prégnant dans les startups, c'est que par exemple, vous avez la hiérarchie qui est quasiment gommée. Vous avez un boss, ok, mais quelque part, il travaille au milieu de tout le monde. C'est très très vrai pour Facebook. Et finalement, vous pouvez avoir un employé qui a une idée vraiment géniale et qui ne va pas hésiter à la proposer directement au boss, parce qu'en fait, le boss est resté accessible. Parce que nous, en France, on a un petit peu plus de mal. On a quand même des entreprises où on a la direction et puis le reste. Donc, ne pas hésiter à complémenter ses talents. Et pourquoi j'ai mis cette image-là? C'est parce qu'à un moment donné, on se rend compte, et c'est le cas dans les startups, qu'il ne faut pas qu'il y ait de guerre d'ego. Tout le monde est utile. C'est pas parce qu'on est le boss que finalement on sait tout et on voit tout. Il faut se rendre compte que derrière, nos troupes sont tout aussi nécessaires que nous pour faire tourner le navire. Et puis sortir de sa zone de confort, c'est aussi sortir du cadre. Sortir du cadre, c'est-à-dire à un moment donné, c'est pas parce que quelque chose n'est pas possible à faire dans un contexte donné que ça ne l'est pas dans un autre contexte, avec une autre méthode. Sortir du cadre, c'est aussi à un moment donné, ou pour soi ou pour ses employés, les aider à changer de perspective. Et en ça, Jobs était un maître, et il ne le faisait pas toujours avec amabilité, mais en tout cas, il savait repositionner les problèmes dans d'autres secteurs quand son personnel avait des soucis. Un exemple concret. Lors du lancement du premier Macintosh, Steve Jobs était insatisfait du temps de démarrage de l'ordinateur. Il le trouvait beaucoup trop lent. Alors il est allé voir Larry Kenyon, qui était le développeur du système d'exploitation à l'époque, et puis Larry Kenyon lui expliquait avec moult arguments, je ne peux pas faire autrement. Alors Steve Jobs lui a posé juste une question. Il lui a dit, si la vie d'une personne en dépendait, trouverais-tu le moyen de gagner 10 secondes? Alors, bon, Larry Kenyon, évidemment, si la vie d'une personne en dépendait, c'est sûr que tout de suite on trouve un petit peu plus de solutions. Donc Jobs lui a dit, vas-y. Et puis finalement, ce n'est pas 10 secondes qui ont été gagnées, c'est 28. Donc voilà, changer de perspective, ne pas hésiter à un moment donné, quand on est bloqué, de trouver d'autres solutions. Et puis, comme disait Marcel Pagnol, tout le monde savait que c'était impossible à faire, et puis un jour, un imbécile arriva qui ne le savait pas, et il le fit. Donc, une autre chose qui peut nous aider, une autre chose pour sortir de sa zone de confort, excusez-moi, c'est d'apprendre, on n'est pas très au clair avec ça en France, les Américains qui sont dans l'action, des fois pas toujours non plus, c'est d'apprendre à buller. Alors Sonia, sur sa négociation, il y avait marqué Think Big, et là c'est Dream Big. Pas hésiter à vraiment prendre le temps de rêver à ce qu'on aimerait voir demain comme application, comme produit arrivé, qui vont nous simplifier la vie, etc. Parce que c'est dans ces moments de rêve en fait, qu'on va chercher des super idées. Généralement, on va aller répondre à un besoin qui nous appartient aujourd'hui. Tiens, ce serait vachement plus cool la vie ou XY si j'avais tel ou tel produit ou tel service ou telle appli qui me simplifierait bien mon quotidien. Et puis finalement, après, on se dit, bah, tiens, c'est pas tout mal, et si je commercialisais ça? Donc ne pas hésiter à rêver, parce que dans le fond, c'est ça, être visionnaire. C'est vraiment prendre le temps d'imaginer le monde de demain et décider d'y apporter sa contribution. Alors cependant, on n'atteint jamais, on ne fait jamais vraiment d'innovation en partant de rien du tout. Comme Jobs le disait, nous profitons des inventions réalisées avant nous et nous prenons ce que nos prédécesseurs ont réalisé de meilleur. Alors là, je vais aborder un petit sujet qui fâche, qui pose un peu plus de problèmes en France, peut-être moins dans les startups, mais aux États-Unis, ils n'ont pas autant d'état d'âme. Soyez attentifs à ce que font les autres. Si vous voyez émerger une super bonne idée, alors vous la piquez pas vite, par contre, servez-vous-en. Prenez le meilleur, étudiez-la sous tous les rouages, parce que c'est ce qu'ils font. Étudiez-la sous tous les rouages, repérez toutes les failles, repérez toutes ses faiblesses et repérez surtout son meilleur. Et puis vous prenez ce meilleur et vous l'intégrez dans votre propre technologie.
Alors attention, c'est exactement ce qu'ont fait d'ailleurs Larry Page et Sergey Brin. Les moteurs de recherche existaient avant eux, mais eux ont créé Google. Cependant, il ne faut pas se leurrer, nous on va fabriquer un truc super top, et puis on va avoir quelqu'un qui va aller prendre notre meilleur, et puis qui va le mettre dans son meilleur, et puis voilà, catastrophe. Et c'est là où j'en viens à mon expression too big to fail du départ. C'est pas parce qu'on est devenu très gros, ou même moyen gros, ou même un petit peu gros, qu'en fait on ne peut pas se casser la figure. Et dans ces cas-là, comment durer? Exposer en plein vol. Il y a des petites choses à mettre en place, et la première, c'est de vraiment pas hésiter à faire une espèce de veille concurrentielle, donc anticiper. Pour ça, en fait, il faut être attentif aux signaux faibles du terrain. C'est une expression qui nous vient de Robert Dilts, qui est un des papes de la modélisation de l'excellence et maître à penser pour quiconque s'intéresse à cette discipline. Et ce sont toutes ces nouvelles technologies émergentes, toute cette concurrence qui est en train de nous pondre des produits ou des services qui, s'ils se développent davantage, peuvent vraiment concurrencer notre activité et nous mettre en danger. Donc c'est très très important d'étudier ça, et l'utilité de sortir du cadre en termes de gestion de ressources humaines et donc d'être une hiérarchie accessible en fait, c'est que les plus à même d'étudier les signaux faibles du terrain, ce sont nos troupes, ce sont ceux qui sont collés au terrain, qui peuvent nous faire remonter des informations, qui peuvent mettre notre entreprise en danger. Alors on va dire que vous avez identifié des signaux faibles, vous les avez repérés. Dans ces cas-là, agissez. Et là, on revient à ce que je disais sur Larry Page et Sergey Brin. N'hésitez pas à prendre ce meilleur et puis à l'intégrer dans votre meilleur. Et en plus, si vous avez la chance d'être moyen ou gros, vous avez les fonds pour pouvoir développer éventuellement une activité, une branche entière de votre activité qui sera dédiée à cette nouvelle technologie. C'est ce que n'a pas fait par exemple Kodak quand la photo numérique a émergé. Et puis, ne pas oublier que de toute façon, on n'est pas tout seul. Donc, quand on a une entreprise, on a des employés. Et ces employés-là, en fait, sont un véritable réservoir d'innovation. Dans les startups américaines, c'est une philosophie qui leur vient du monde des développeurs web. Il y a deux expressions qui se valent à peu près, c'est fail fast, fail harder. Fail fast, c'est échouer vite, fail harder, échouer dur. En fait, comme le disait Sonia, aux États-Unis, l'échec n'existe pas. Il n'y a que du feedback. Vous êtes en train de développer une application, ça ne marche pas, ou ça marche. Si ça ne marche pas, ok, alors pourquoi ça n'a pas marché? Alors on liste pourquoi ça n'a pas marché, et en fait, on se dit simplement, ok, la prochaine fois, je ne ferai pas les mêmes bêtises. Et c'est vraiment ce qui fait la force des startups. Parce que finalement, avoir le droit de se planter, ça permet à des équipes de pouvoir lancer très très rapidement des projets comme ça, sans se poser 56 000 questions. Et puis finalement, si ça ne marche pas, c'est pas grave, on aura appris. Et si ça marche, c'est le jackpot. Là où les plus grands groupes, beaucoup plus longs à manœuvrer, n'auront pas sorti cette idée parce qu'ils vont tergiverser pendant des jours et des jours à se demander est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas, faut qu'on fasse un business plan, il faut qu'on fasse une étude de marché, etc. La start-up, elle est déjà partie depuis bien longtemps. Et puis nous, les grands groupes, on est comme ça. Et puis une autre chose qui peut vous aider à durer, j'en ai parlé au tout départ, développer des produits ou des services indispensables. C'est-à-dire que les gens ne puissent plus se passer de vos services. Alors, faites pas comme Windows où à un moment donné on ne pouvait vraiment plus faire sans. Donc c'est pas être prisonnier, c'est pas faire en sorte que vos clients soient prisonniers. C'est simplement de tellement lui faciliter la vie, lui simplifier la vie que de toute façon elle ne va pas aller chercher ailleurs. Donc voilà, simplifier la vie des gens. Et puis qu'on soit créateur de projets, qu'on soit jeune entrepreneur, qu'on ait déjà une entreprise qui marche, qu'on soit énorme, il y a une chose qui est essentielle, c'est communiquer. Mais pas n'importe comment. Et comme le disait Sonia, dans la négociation américaine, communiquer avec vos tripes. Il y a un Américain qui s'appelle Simon Sinek, qui a inventé un outil qui a modélisé en fait l'excellence des plus grands leaders et puis des grandes organisations, je vais y arriver, qui influencent les autres, donc comme Apple, comme Gandhi, Martin Luther King. Et il s'est rendu compte que
ces gens-là en fait avaient une façon de fonctionner qui était très très spécifique, qui leur était commune et qui était généralement à l'inverse de tous les autres. Et il en a créé un modèle qui s'appelle le Golden Circle. Alors si vous voulez davantage comprendre tout son fonctionnement, il a fait un super bouquin, donc Start with Why, qui n'est pas en français. Mais alors vraiment, on a tout ce qu'il faut faire pour devenir méga influent. Et cet outil, ça s'appelle The Golden Circle, le cercle d'or. Alors on a un what, un how et un why. What's that? Donc le what, c'est ce qu'on fait. Je fabrique des ordinateurs, des armes, des médicaments, etc. Le how, c'est comment on fait tout ce qu'on a mis en place pour faire ce qu'on fait. Et puis le why, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors 100% des gens sur cette planète savent ce qu'ils font. Des ordinateurs, des armes, des médicaments, de la politique. Quoi qu'en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. Et puis, vous avez la plupart des gens qui vont communiquer sur ce qu'ils font. Je fabrique des ordinateurs, je fabrique des armes, je fais de la politique. Comme des millions d'autres gens qui font la même chose qu'eux et qui communiquent comme ça. Les grands leaders et les grandes organisations qui influencent le monde, eux, ne communiquent pas de l'extérieur, c'est-à-dire à partir du what, mais communiquent à partir du why. Pourquoi ils font ce qu'ils font? Leur conviction, ce en quoi ils croient. C'était exactement ce que faisait Steve Jobs. Il voulait changer le monde, c'était un rebelle, il ne voulait pas rentrer dans le système. Il le disait, voilà ce que je veux. Alors souvenez-vous, I Have a Dream de Martin Luther King. En fait, Martin Luther King, avec son I Have a Dream, il a embarqué toute l'Amérique derrière lui. Et à un moment donné, pourquoi est-ce que les gens l'ont suivi? Pas pour lui faire plaisir à lui, mais parce qu'en fait, il a fait en sorte, en communiquant, que son rêve devienne le leur. Et c'est pour ça qu'il a été suivi. Autre exemple, un petit peu plus récent. Le 10 janvier 2008, un homme a dit, je ne le retrouve pas, oui, nous pouvons la justice et l'égalité. Oui, nous pouvons les chances et la prospérité. Oui, nous pouvons guérir cette nation. Oui, nous pouvons guérir le monde. Yes, we can. Et Obama a embarqué toute l'Amérique derrière lui, et pas seulement l'Amérique d'ailleurs, tout un tas d'autres continents. Parce qu'il a communiqué à partir de son why. Donc, quand vous communiquez avec les gens, que ce soit vos employés, vos clients, vos fournisseurs, les financiers, quand vous voulez faire des levées de fonds pour les startups, oubliez ce que vous faites. Communiquez à partir de ce en quoi vous croyez. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Vous fabriquez des ordinateurs? Ok. Communiquez sur le fait que vous pensez fondamentalement que les gens ont droit au bonheur. Et que grâce à vos ordinateurs, ils vont gagner du temps. Et que ce temps-là va leur permettre de faire des tas de choses à l'extérieur qui vont les rendre plus heureux. Vous vendez des voyages. Communiquez tout simplement sur le fait que vous pensez que l'homme va vers toujours plus de sagesse et de grandeur. Et que grâce à vos voyages, avec le fait de se confronter à d'autres civilisations, à d'autres cultures, il va devenir de plus en plus sage et de plus en plus grand. Donc, embarquez les gens dans vos convictions. Et pour ça, demandez-vous vraiment pourquoi vous faites ce que vous faites. En quoi vous croyez quand vous le faites. Pourquoi vous montez votre start-up. Quel est votre objectif derrière. En quoi vous voulez changer le monde. Et puis, n'oubliez pas. Je vous remercie. Merci. Et donc François Hollande, avec son moi président, il était dans le why, dans le what, dans le what. Alors François Hollande, c'est un peu compliqué. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui nous a donné un discours de why au départ, avec plein de bonnes intentions. Et il a été élu en partie pour ça d'ailleurs. Mais en fait, communiquer sur le why et ne pas plus tard respecter dans son what, son why, on se plante. Donc François Hollande, il a promis plein de choses, et puis voilà, il a été élu en partie pour ça, je dis bien en partie, mais finalement derrière, tout ce qu'il avait promis ne s'est pas vraiment réalisé. Je pense que c'est pour ça qu'il y a un tel problème de confiance vis-à-vis de l'homme. On n'a qu'à le voir dans ses allocutions télévisées, c'est quelqu'un qui a des mots qui sont ce qu'ils sont, et quand on regarde sa gestuelle, on a l'impression de voir quelque chose de totalement différent. Il n'est pas du tout synchronisé entre son discours et sa gestuelle.
Et en fait, quand on est vraiment convaincu de quelque chose, on ne se pose plus la question de la gestuelle. On est complètement authentique, ce que n'est pas François Hollande. Après, je n'ai jamais été discutée avec lui personnellement. Mais, vous avez d'autres questions? Politique ou pas? Non, pas politique. Bonsoir. Bonsoir. C'était plus pour des importations, mais des exemples d'entreprises en France qui auraient soit copié ou sans forcément copier, utilisé ce même système, cette même façon de procéder avec, que ce soit le why ou cette façon, ce moteur du rêve ou de l'envie de proposer quelque chose d'autre, que ce soit dans les domaines des technologies, je pense qu'on en a peut-être en tête, ou dans d'autres domaines. Alors, peut-être en France, je ne sais pas, ça peut être un sujet à discussion, mais est-ce que, par exemple, Free peut être dans ce cas-là je ne sais pas s'en dire, mais... Free, c'est un exemple très intéressant. C'est un exemple très intéressant du fait de son fondateur, en fait, qui est quelqu'un qui est vraiment un homme de conviction. L'école qui vient d'ouvrir là récemment montre aussi tout en ce en quoi il croit. C'est quelqu'un qui sort du cadre sans trop se poser de questions. Alors, la communication de Free, en fait, elle s'est faite essentiellement au départ sur le tarif, plus que sur une conviction, plus que sur une identité institutionnelle. L'exemple, on pourrait d'ailleurs comparer une entreprise qui, je trouve, a une très bonne communication institutionnelle, c'est Coca-Cola. Alors, c'est pas français, c'est vrai. Et c'est Coca-Cola. Coca-Cola a fait il existe des milliers de... Je suis peut-être présomptueuse là. Des centaines de pubs de Coca-Cola où on a des tas de why différents, justement. On va avoir des pubs où, en fait... La dernière que j'ai étudiée, on a plein de petites caméras de surveillance dans plein d'endroits du monde et on voit des gens faire des gestes héroïques. Alors un qui va manquer de se faire écraser pour aller sauver un chien, un autre qui va aider une personne âgée à traverser la route, etc. Et en fait, le message qui passe là-dedans, c'est l'homme en fait est un héros. Et bon, derrière, il y a la bouteille de Coca-Cola. Alors, quand on boit du Coca, on a un peu un héros, quoi. Donc, mais les entreprises françaises, on est beaucoup dans la culture de communiquer sur son what et peu sur son why. Et en fait, j'en ai même aucune qui me vient à l'esprit, il doit y en avoir d'entreprise qui a créé une vraie identité institutionnelle qui nous donne envie d'adhérer à ces produits parce qu'en fait, on se reconnaît dans la marque. C'est ça finalement. Tu voulais me demander? Ouais, je pensais à... il y a sur Paris une société qui s'appelle The Family, qui est un incubateur de start-up. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et qui vraiment est dans le why. Dans le why? Ouais. Le directeur, c'est... je sais pas son nom. The Family. Une autre question là-bas. Non, c'est pas une question, c'est juste qu'on pourrait compléter. Dans un exemple comme ça, il y a aussi la marque lait de vache. Oui, exact. Qui communique beaucoup sur le why, justement. Où ils sont partis d'un constat, c'était effectivement d'avoir des produits qui soient sains, qui soient naturels, et du coup avec un esprit assez familial, assez entreprenant, jeune, et du coup ils communiquent vraiment tout au niveau de la marque, même avec les dirigeants qui s'habillent, n'hésitent pas à s'habiller en vache et sortir avec un costume de vache, faire des distributions et un teaser sur Paris. Donc ils communiquent beaucoup sur le why. Ouais. Et en fait, c'est vraiment communiquer sur le why, c'est vraiment à partir du moment où on veut se faire une place et un nom, c'est de vraiment y aller, quoi, de faire comme les Américains, de vraiment y aller. Par contre, c'est un danger, et c'est ce que je disais par exemple pour François Hollande, c'est qu'on peut faire une super stratégie de communication sur le why. Ça va marcher. Mais si l'entreprise derrière, elle ne tient pas la route,
on va de toute façon se planter. Donc je pense qu'il ne faut pas aller inventer un why juste pour faire le buzz marketing et puis voilà, se faire un nom. Il faut vraiment, vraiment tenir sur la durée les convictions qu'on affiche pour son entreprise. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci beaucoup.